Bonjour à tous, bienvenue dans Self Education, la chaîne YouTube qui vous encourage à l'auto-formation. Je suis Serge Katanga, ingénieur polytechnicien. Aujourd'hui, je démarre une nouvelle formation qui est en fait un complément du grand cours sur la gestion de projet. La formation est intitulée Analyse financière de projet. En tant que chef de projet, vous n'aurez pas toujours la possibilité d'assister aux études d'avant-projet où cette analyse financière est faite normalement. Mais il est très important pour le chef de projet de comprendre et surtout d'intégrer la dimension financière, c'est-à-dire la dimension profit, dans la gestion de son projet. Si c'est un projet évidemment qui est censé être rentable financièrement. Cette petite formation sera bien sûr très utile aux auto-entrepreneurs, aux étudiants et aux amoureux de l'auto-formation. Nous allons directement dérouler le sommaire de cette formation. Il y aura une petite introduction et au premier point, nous verrons le calcul du temps de retour brut sur investissement. Au deuxième point, ce sera le calcul du retour sur investissement, qu'on appelle le RSI. Au troisième point, on parlera du principe d'actualisation. Au quatrième point, nous parlerons de la valeur actuelle nette, en abrégé VAN. Au cinquième point, on parlera du rapport avantage-coût, comment ça se calcule. Au sixième point, nous parlerons du taux de rentabilité interne. Au septième point, nous donnerons quelques compléments. Et au dernier point, nous ferons une petite étude des cas, une étude de l'aménagement d'une petite centrale hydroélectrique. Voici quelques objectifs poursuivis par cette formation. À la fin de cette formation, vous serez donc en mesure de calculer les retours sur investissement d'un projet, de comprendre le principe de l'actualisation, de calculer la valeur actuelle nette, de calculer les rapports avantage-coût, de calculer le taux de rentabilité interne et de décider sur le choix d'un investissement. Commençons avec l'introduction, qui n'est rien d'autre que l'énoncé des quelques principes de base que nous allons développer dans la suite. L'analyse financière vise à déterminer la rentabilité d'un projet et son éligibilité pour un financement. Le financement, c'est juste l'opération qui consiste à obtenir les ressources financières pour réaliser le projet. En effet, l'analyse financière fournit la plupart des données sur les coûts du projet et sur les avantages que ce projet va apporter à la communauté. L'analyse financière utilise les prévisions du flux de trésorerie ou cash flow afin de calculer des taux de rendement appropriés. Les taux de rendement sont des taux de profit, nous allons le voir dans la suite, il y en a plusieurs, ainsi que la valeur actuelle nette financière correspondante. Dernier énoncé, c'est que nous devons tous savoir que la première étape d'une évaluation financière, c'est le calcul du coût d'investissement. Commençons donc ce premier point qui s'intitule « Calcul du temps de retour brut sur investissement ». Alors, parmi les méthodes statiques pour l'évaluation de la rentabilité d'un projet, nous parlerons de la méthode du temps de retour brut sur investissement, TRB, et de la méthode du retour sur investissement, RSI. Le temps de retour brut sur investissement, c'est juste le nombre d'années requis pour couvrir le capital investi grâce aux recettes nettes dégagées par le projet. En d'autres mots, c'est la durée avant qu'un investissement rapporte ce qu'il a coûté. Il est aussi appelé temps de retour brut ou temps de recouvrement. Sa formule est toute simple, TRB égale A au coût d'investissement sur la recette annuelle nette. La recette annuelle nette, c'est ce qu'on peut appeler aussi le bénéfice brut, c'est-à-dire la recette annuelle moins
les coûts annuels, les coûts des ventes, juste les coûts des ventes, vous avez la recette annuelle nette. Le temps de retour brut sur investissement, en anglais, il a un nom très intéressant, c'est Payback Period. En principe, les projets avec des temps de retour très courts expriment la possibilité de reconstituer les fonds propres rapidement. Ils sont donc moins risqués pour l'investisseur ou les banques qui mettent à disposition des financements à moyen et long terme. Le TRB représente une solution facile pour une estimation rapide de la rentabilité d'un projet. Malheureusement, ce ratio néglige le coût d'opportunité du capital et ne rend pas compte des dernières années de vie utile du projet. Il constitue donc un indicateur économique peu pertinent. Le coût d'opportunité du capital est un indicateur économique qui mesure les bénéfices que les apporteurs des capitaux auraient pu recevoir en utilisant les ressources financières mobilisées par le projet sur un placement financier alternatif. Et le calcul du temps de retour brut sur investissement ne tient pas compte de cet aspect. Il vous dit juste que pour récupérer vos capitaux initiaux, il faut autant de temps. En 5 ans, vous aurez récupéré vos capitaux. Mais il ne tient pas compte des bénéfices que le projet pourrait rapporter aux investisseurs. Parce que le capital a un coût. Les bailleurs des fonds, les actionnaires qui sont des apporteurs des capitaux, ils ne les apportent pas pour rien. Ils ont besoin de bénéfices. Exemple, pour que le projet des petites centrales hydroélectriques soit considéré comme rentable, le temps de retour ne doit pas excéder 7 ans. Le deuxième indicateur que nous allons voir, c'est les retours sur investissement, le RSI. Le retour sur investissement mesure le montant d'argent gagné ou perdu, dans les pires des cas, par rapport au coût d'investissement. Sa formule est toute simple, c'est la recette annuelle moins les coûts annuels. Les coûts annuels ici, entendez coût d'exploitation, c'est-à-dire coût des ventes, frais généraux, divisé par les coûts d'investissement. Si vous remarquez bien, c'est un peu l'inverse du temps de retour sur investissement. Le RSI est un indicateur financier qui permet de déterminer la rentabilité des capitaux investis. On parle également du taux de rendement ou taux de profit. Il s'exprime en pourcentage. C'est la raison pour laquelle, dans la formule, vous voyez que le tout est multiplié par 100. Il peut apporter une estimation rapide des profits nets du projet et peut fournir une base pour la comparaison des différents projets en concurrence. Donc, vous pouvez avoir plusieurs projets, vous voulez faire le choix de projet. Un moyen rapide consiste à calculer le retour sur investissement. Et le projet qui aura un plus grand pourcentage sera un projet plus rentable. Le fait d'avoir un plus grand pourcentage, ça veut dire que vous pouvez récupérer les profits plus rapidement. Alors, dans le calcul du RSI, dans cette formule, vous voyez que le bénéfice qui est calculé, c'est-à-dire recette moins coût, c'est les bénéfices d'exploitation. Mais parfois, on utilise aussi le bénéfice net. Cela dépend de vous. Les coûts d'investissement qui sont indiqués sur la formule représentent en fait l'investissement initial total sur le projet. Le RSI en anglais, on l'appelle Return on Investment, ROI. Cependant, le RSI souffre de quelques carences. Il ne tient pas compte du risque lié à l'investissement. Il n'intègre pas l'inflation, qui est la valeur temporelle de l'argent, pour des projets à long terme. Il utilise des données de bénéfices plutôt que de flux de trésorerie. Alors, le flux de trésorerie ou flux financier
qu'on appelle en anglais cash flow, est un ensemble de mouvements de liquidités entrant ou sortant tout au long du cycle de vie du projet. Donc le flux des trésoreries rend compte en fait de l'argent effectif qu'il y a en caisse, si l'on veut bien. Le RSI n'indique pas combien de temps l'investissement a été détenu. Cependant, il est très souvent utilisé comme un taux de rendement annuel ou annualisé et déclaré sur l'année civile ou fiscale. Pour les entreprises cotées, le RSI attendu par les actionnaires majoritaires s'élève en moyenne à 8%. Voyons un exemple du calcul du RSI. Nous avons ici un exemple de gains annuels générés par une activité avec un investissement initial de 1000 $. Les calculs sont effectués sur 4 ans. Première année 50 $, deuxième année 55, troisième année 60 $ et quatrième année 50 $. Alors pour chaque année, on applique la formule et on calcule le RSI annuel. Les bénéfices annuels n'étant pas les mêmes, on peut donc calculer les RSI relatifs année après année. C'est ce qu'on appelle RSI annuel. Dans ce deuxième exemple, nous avons là un tableau qui reprend les bénéfices annuels d'une usine dont l'investissement initial est de 660 000 $. L'investissement fixe était de 600 000 et le fonds de roulement était de 60 000. Alors, vous pouvez regarder les bénéfices annuels qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, nous pouvons calculer le bénéfice total qui est de 914 000 $ et on déduit une moyenne annuelle. La moyenne annuelle est de 91 400 $, c'est-à-dire 914 000 $ divisé par 10 pour 10 ans, la durée de vie du projet. Alors, le taux de rendement moyen, qu'on appelle RSI annualisé de l'investissement initial, vaudra 13,8%. Le troisième point que nous abordons maintenant parle du principe d'actualisation. Une analyse économique de projet prend en compte les dépenses et les recettes réalisées sur sa durée de vie. Le flux de trésorerie annuel net est donc la différence entre les encaissements annuels et les décaissements annuels. Alors les encaissements, c'est l'argent qui entre dans la caisse et les décaissements, c'est de l'argent qui sort de la caisse, de l'argent réel. Alors, les encaissements annuels doivent inclure toutes les commissions de gestion et tous les produits de vente, les subventions reçues du gouvernement pour le projet et la valeur marchande de l'actif du projet à la fin du cycle. La valeur marchande du projet, c'est juste la valeur estimative des récupérations. C'est-à-dire que lorsque nous fixons une durée de vie pour le projet, alors à la fin de la durée de vie fixée, le projet peut encore valoir quelque chose. Si c'est un projet d'ingénierie, par exemple, à la fin de vie, de la durée de vie fixée du projet, eh bien, il y aura encore les équipements qui peuvent être revendus éventuellement. C'est ça qui constitue la valeur marchande de l'actif du projet à la fin de son cycle. Pour ce qui concerne les décaissements annuels, ils doivent inclure tous les paiements effectués au titre de la construction, de l'exploitation et de l'entretien des installations du projet durant toute la durée de vie utile du projet. Tous les impôts, les droits de douane et accises, les taxes doivent être inclus. En résumé, toute sortie d'argent liquide doit être inclus. Alors, ce qui fait que la valeur nette du flux financier ou cash flow
peut être donné par la formule suivante, qui est une formule simple. La valeur nette est égale à l'ensemble des recettes moins l'ensemble des dépenses. C'est ce qu'on appelle valeur nette du flux financier. Dans l'analyse du flux des trésoreries, les coûts d'investissement sont comptabilisés dans la partie dépenses, étant donné que les coûts d'investissement vous permettent d'acheter les équipements, donc c'est une sortie d'argent. On les considère toujours dans la partie dépenses. S'il y a globalement plus de recettes que de dépenses, pouvons-nous conclure que le projet est rentable? La formule de la valeur nette est simple. Recettes moins dépenses. Alors, si cette réponse est positive, doit-on conclure que le projet est rentable? Eh bien, non. Parce que les dépenses sont effectuées tout de suite, tandis que les revenus arriveront dans 3, dans 10, dans 20 ou 30 ans. Et vous comprenez donc que l'argent futur aura moins de valeur que celui utilisé maintenant, notamment à cause de l'inflation. La notion d'actualisation des valeurs monétaires traduit le fait que 1 dollar perçu aujourd'hui vaut plus que 1 dollar perçu dans le futur, parce que le 1 dollar perçu aujourd'hui peut être investi et produire. Alors on parle de la notion du coût du temps. 1 dollar perçu aujourd'hui vaut plus que 1 dollar perçu dans le futur à cause de l'inflation, c'est une raison. 1 dollar perçu aujourd'hui vaut plus que 1 dollar perçu dans le futur parce qu'il peut être dépensé dans la jouissance immédiate d'un bien au lieu d'attendre demain. Et comme je venais de le dire au paragraphe précédent, 1 dollar perçu aujourd'hui vaut plus que 1 dollar perçu dans le futur parce que le 1 dollar d'aujourd'hui peut être investi et rapporter un peu plus. Une certaine quantité d'argent payée ou reçue à un moment donné a une valeur différente si elle est payée ou reçue à un moment différent. C'est ce qui nous amène en fait au principe d'actualisation. Donc l'argent n'a pas la même valeur au présent comme au futur. Dans toute analyse économique, il y a toujours deux variables, le taux de l'argent et le temps. La valeur actuelle d'une somme versée dans N années est donnée par la formule suivante que vous voyez. Valeur actuelle égale valeur finale à l'année N divisé par 1 plus R, le tout exposant N. R, c'est en fait ce qu'on appellera le taux d'actualisation. Il sera exprimé en pourcentage. L'actualisation est un instrument majeur des prises de décision. Il permet notamment de choisir entre plusieurs projets, celui qu'il faut lancer. Je dirais même que l'actualisation, c'est le raisonnement le plus important utilisé en finance, et pas seulement pour comparer des projets d'investissement. Elle s'applique aussi dans d'autres domaines tels que la détermination de la valeur d'une entreprise, le calcul du montant d'un actif financier, la prise de décision personnelle comme lors d'un emprunt d'argent. L'actualisation est l'application des taux d'actualisation à des flux financiers non directement comparables et portant sur des durées différentes afin de les comparer. Elle apporte donc de la méthode dans le choix des investissements. Chacun des encaissements correspondant à des flux de trésorerie positifs ou des décaissements correspondant à des flux de trésorerie négatifs est daté. L'actualisation permet de ramener toutes ces valeurs à une même date afin de pouvoir les comparer. Par la méthode de l'actualisation, le flux de trésorerie généré à différents moments peut être converti donc sur une base commune. Et le but de l'actualisation n'est pas seulement de comparer le flux financier,
mais aussi de pouvoir effectuer sur eux des opérations arithmétiques, parce qu'on ne peut pas additionner, multiplier des quantités qui sont en fait calculées à des dates différentes. Il faut donc les actualiser pour harmoniser les calculs. On peut facilement expliquer le principe d'actualisation en considérant l'opération symétrique, qui est la capitalisation. Une certaine somme d'argent initiale placée durant un an à un taux d'intérêt I exprimé en pourcentage vaudra, comme vous le voyez dans la formule. Le taux d'intérêt exprime en fait le prix du temps qui tient compte de l'inflation. Xn, c'est la valeur future acquise de votre somme d'argent et X0, c'est tout simplement la valeur initiale. Il n'y a pas que le coût du temps. Il y a aussi le coût du risque qui est matérialisé par la prime de risque et exprimé aussi en pourcentage. Ce paramètre traduit le risque que les choses se passent plus mal que prévu. Un prêt, par exemple, qui ne serait pas remboursé, des problèmes techniques dans le déroulement d'un projet. La prime des risques s'ajoute donc au taux sans risque, qui est notre taux d'intérêt, qui ne tient compte que du prix du temps de l'argent, pour calculer en fait le taux d'actualisation R. En résumé, le taux d'actualisation R, c'est la combinaison du taux sans risque, qui est le taux d'intérêt, qui ne tient compte que du prix du temps et de la prime des risques. Le taux d'actualisation est généralement considéré comme équivalent au coût d'opportunité du capital dont nous avons parlé précédemment. Il y a aussi un coefficient très utile qui intervient souvent dans les calculs financiers, c'est le coefficient d'actualisation qui est donné par la formule que voici. Le coût du risque reflète le fait que $1 certain vaut plus que $1 espéré mais incertain. Le taux d'actualisation varie habituellement entre 5% et 12% pour les projets de petites centrales hydrauliques. Par exemple, si le taux d'actualisation est de 8%, un bénéfice de $1500 perçu l'année 5 équivaut à la valeur de $1020 perçu aujourd'hui. Voyez un peu la différence. Nous devons faire très attention dans les calculs. La prime des risques peut aussi exprimer le taux de rendement de certains placements sur le marché. Bien que le coefficient d'actualisation puisse être utilisé pour le calcul année après année, il est parfois commode de définir un autre facteur dans le but d'accélérer les calculs sur base de la recette annuelle encaissée. Donc ici, nous allons supposer que la recette annuelle encaissée, elle est constante. C'est la même recette chaque année. Cette recette présentée comme une annuité se traduit par une série de valeurs égales sur la durée de vie de projet. Alors le facteur d'annuité est égal à la somme des coefficients d'actualisation. Vous pouvez voir dans la formule comment on peut calculer le facteur d'annuité. C'est-à-dire qu'on suppose ici que chaque année, nous avons une certaine recette qui est perçue chaque année. C'est ce qu'on appelle une annuité. Alors, si C est la recette annuelle perçue, la valeur actualisée globale, prenant en compte l'ensemble des annuités reçues avec le taux d'actualisation R, est donnée par la formule que vous voyez. Chaque année, nous avons une certaine somme C qu'il faut actualiser. On actualise à la première année, deuxième année, troisième année jusqu'à la énième année. Comme la somme est constante, on peut la mettre en évidence comme vous voyez sur la formule et calculer, appliquer le coefficient d'actualisation.
d'où la formule C fois AN. Le principe d'actualisation qui tient compte de la valeur temporelle de l'argent a conduit à des méthodes dynamiques d'évaluation financière de projet, dont celle de la valeur actuelle nette et du taux de rendement interne. Méthode dynamique, pourquoi? Parce que elles tiennent compte des simulations futures des gains. De façon générale, une suite d'annuités est un ensemble de mouvements financiers effectués à intervalles de temps constants, soit pour effectuer un placement, soit pour rembourser un emprunt, ou encore pour étudier la rentabilité d'un investissement. La valeur actuelle nette, en abrégé VAN, d'un investissement, c'est la différence entre les recettes et les dépenses actualisées à un taux d'actualisation périodique fixe. C'est en fait la somme des flux de trésorerie ramenés au temps présent. Alors, si Fn est le flux de l'année N, on a la formule suivante que vous voyez. VAN égale à F0, flux initial, plus F1, flux de l'année 1, flux de l'année 2, flux de l'année 3, etc., etc. Le temps présent représente le temps où l'on prend la décision. En d'autres termes, c'est le temps 0. De façon simplifiée, la VAN représente le gain d'argent engendré par le projet sur sa durée de vie. Et ce gain d'argent est évalué en fait au temps présent, au moment où on évalue le projet. En anglais, on parle de Net Present Value, NPV. Parlons à présent des étapes de calcul de la VAN. Le calcul de la VAN résulte des étapes suivantes. Première étape, calculer les recettes attendues, souvent par année, qui sont fonction de la nature de l'investissement. En fait, ici, on va calculer les recettes d'exploitation, c'est-à-dire les ventes. Deuxième étape, soustraire les coûts annuels des recettes annuelles en ajustant les taux d'intérêt en fonction du temps et du risque. Les coûts annuels ici, il s'agit encore une fois de plus des coûts d'exploitation. Un exemple des coûts pour un projet industriel, vous verrez qu'il y a des coûts de développement, les coûts d'industrialisation, des coûts de production, des coûts d'utilisation et de maintenance, des coûts d'extinction. Il y aura comme ça différents types de coûts selon les projets. À la troisième étape, on va soustraire les investissements initiaux pour obtenir la VAN sur la durée de vie de projet. Mais n'oublions pas qu'à la fin, c'est-à-dire la quatrième étape, il faudra ajouter la valeur résiduelle de l'investissement dont on a parlé au début du cours, si cet investissement a une longue durée de vie. Donc cette valeur résiduelle, on l'ajoute pour des investissements ayant une longue durée de vie qui peuvent aller jusqu'à 20, 30 ans ou 40 ans. C'est important en faisant le calcul de la VAN de tenir compte de cette valeur résiduelle. Pour un projet de type petite centrale hydraulique, je reviendrai souvent sur cet exemple parce qu'il fera partie de notre étude des cas. La formule de la VAN peut être éclatée de la manière ci-après. Si vous avez des notions de base en mathématiques, vous pouvez comprendre cette formule. C'est une somme. Alors, RI, ce sont les recettes à la période I. N'oubliez pas ici qu'il s'agit du flux de trésorerie. Donc, les recettes sont comptabilisées au moment où elles sont perçues. Donc, si la recette est perçue
à l'année I, on écrira la recette. Donc, on écrit la recette uniquement au moment où elle est perçue. Même chose pour les investissements. II sont les investissements à la période I. Donc, on écrit l'investissement à l'année où la dépense est faite ou bien à l'année convenue pour décaisser. Donc, c'est ça, c'est très important de respecter les dates respectives. OI, ce sont les coûts d'exploitation à la période I, donc tous les coûts liés à l'administration. MI sont les coûts de maintenance à la période I, et VR, c'est la valeur résiduelle de l'investissement sur la durée de vie. En fait, elle provient du fait que le capital investi présente encore de la valeur à la fin de sa durée de vie. C'est la valeur de revente de l'installation. Alors, la vanne est un indicateur très utile qui nous permet de faire le choix des investissements. C'est-à-dire que différents projets peuvent être classés ou comparés par rapport à la vanne calculée. Les projets pour lesquels la vanne est négative sont rejetés, leur bénéfice escompté tout au long du cycle de vie étant insuffisant pour couvrir les flux financiers initiaux. Et parmi les projets ayant une vanne positive, les meilleurs projets sont ceux ayant la vanne la plus élevée. N'oublions pas que la vanne représente en fait le bénéfice sur la durée de vie, mais le bénéfice actualisé. Alors, si la vanne est nulle, on a atteint le seuil de rentabilité. Pour comparer les différents investissements, on peut faire plusieurs simulations. C'est-à-dire on peut à chaque fois ajuster la prime des risques, mais utiliser le même taux d'intérêt. Donc les projets n'ont pas toujours une même prime des risques, donc c'est sur ça justement qu'on va jouer pour faire des comparaisons. Les résultats de la vanne sont relativement sensibles au taux d'actualisation. Il doit donc être choisi soigneusement. Selon le choix des R, on favorise le court ou le long terme. Pour un taux d'actualisation élevé, on recherche une rentabilité rapide, mais on limite les investissements pour que la vanne ne tombe pas en dessous de 0. Pour un taux d'actualisation faible, on est prêt à attendre pour gagner de l'argent. Donc ça convient bien pour des projets de longue durée. Et donc on accepte plus d'investissement. Pour un taux d'actualisation élevé, la vanne est souvent négative. On le verra lorsqu'on fera à la fin l'étude des cas. On pourra faire éventuellement quelques simulations. Et pour un taux d'actualisation faible, la vanne est souvent positive. La durée de vie d'un projet varie en fonction de la nature des investissements. Elle est par exemple plus longue pour les travaux de génie civil, 30 à 40 ans, moyennement longue pour les installations techniques, 10 à 15 ans. Ce ne sont que des chiffres donnés un peu au hasard. Les installations techniques, ce sont des industries, par exemple. Une théorie économique récente suggère l'utilisation d'un taux d'actualisation dégressif, plus approprié aux projets de long terme, ceux de plus de 30 ans, et en particulier pour les projets d'infrastructure. C'est-à-dire que le taux d'actualisation baisse au fur et à mesure qu'on évolue dans la durée du projet. Alors, la durée de vie d'un projet peut aussi être déterminée compte tenu de la nature juridique ou administrative. Par exemple, la durée de concession lorsqu'une concession a été accordée. Les entreprises utilisent généralement des taux d'actualisation de 7 à 15% et rendent compte de l'inflation et de la satisfaction des actionnaires. Avant de faire un calcul sur la valeur actuelle nette, commencez par poser clairement les données avec le schéma des flux sur lesquels on pourra noter les taux appliqués aux différentes périodes et les différents scénarios envisagés. Nous allons le voir avec un exemple concret.
il faut veiller à ce que le plan financier démontre la viabilité financière du projet, c'est-à-dire prouver que le projet ne risque pas de se retrouver à court de liquidité. Le projet est viable si le cash flow net cumulé est positif pour toutes les années considérées. Attention aux coûts de fin de projet ou de recyclage d'un produit. J'en avais déjà parlé. Pour les produits qui durent longtemps, il faut tenir compte de la valeur marchande de l'actif du projet. Voici donc un exemple de calcul de la vanne. Visualisez très bien le tableau. C'est un projet réalisé sur 6 ans. Après, vous avez le flux net sans actualisation. Et à l'extrême droit, vous avez la valeur actuelle. Donc, les flux nets avec actualisation pour calculer la vanne. Sans actualisation, l'investissement paraît attractif. Pourquoi? Parce que le flux net total est positif. Il vaut 25 000 $. Mais pourtant, la vanne représente en fait un déficit, c'est-à-dire qu'elle est négative. On voit moins 205 400 $. Ce projet sera donc rejeté. Vous comprenez l'importance d'actualiser les valeurs monétaires dans l'analyse des rentabilités d'un projet. La vanne représente une prime si elle est positive. C'est donc par ici que nous achevons la première partie de notre leçon. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la au maximum. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Serge de Self Education. Je vous donne rendez-vous à la séance prochaine.